Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette remise du prix Lombardier du Forum suisse de politique internationale. Je suis très heureuse de présider cette soirée, mais surtout, je suis très fière que nous ayons réussi à mener à terme ce projet sur le multilatéralisme. Je pense en effet que toute action, d'autant plus aujourd'hui, qui vise à défendre ces valeurs pacifiques sont nécessaires. Ce prix est le fruit d'un partenariat entre le GSI, le FSPI et la Fondation Lombardier. Plusieurs personnes au sein de ces trois entités se sont réunies, convaincues de la nécessité de promouvoir le travail des organisations internationales ici à Genève. C'est ainsi que ce prix a été créé dans l'esprit de valoriser des recherches et des travaux universitaires sur le multilatéralisme. Et je me réjouis donc que nous ayons le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnalités et plusieurs experts pour débattre de cette question. Et je vous remercie d'être venus à cette soirée. Sans plus tarder, je donne donc la parole à Monsieur Nicolas Levrat, professeur et directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève et co-organisateur de ce prix. Merci bien, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de prendre la parole pour cette première édition de la remise du prix Lombardier en partenariat avec le Forum suisse de politique internationale. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des nouvelles initiatives qui peuvent se développer autour de ce qui est un des joyaux de Genève, c'est-à-dire cette Genève internationale. Avant de dire quelques mots sur le fond, je me permets d'excuser le recteur Yves Flutiger, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Il est à Berne. Vous savez peut-être qu'il a des fonctions au niveau de la fêtière des universités suisses et que il me l'a dit d'ailleurs hier, il m'a dit finalement c'était assez pratique ce Covid, on pouvait passer d'une réunion à l'autre, j'étais jamais très loin des différentes salles où on organisait des conférences, maintenant il doit voyager et donc il ne peut pas être là. Donc c'est non seulement au nom du GSI, Global Studies Institute, mais aussi au nom du recteur que je vous adresse ces quelques mots. Comme je l'ai dit, la Genève internationale, c'est une richesse extraordinaire qui n'est pas la nôtre, mais qui se trouve être ici, à Genève, depuis maintenant un petit peu plus d'un siècle, puisque l'on sait que c'est à la création de la Société des Nations, et d'ailleurs aussi de l'Organisation internationale du travail, qu'il y a eu cette décision, heureuse pour Genève, de situer en nos murs ces organisations qui allaient organiser ce qu'on appelle le multilatéralisme. Multilatéralisme qui d'ailleurs, ça a été déjà dit par Olga, est aujourd'hui en danger, en tout cas en nécessité d'être repensé. Et là encore, je pense que ce prix et l'encouragement qu'il donne à des étudiants, des doctorants, de réfléchir, de travailler sur ces enjeux nouveaux. Alors quand on parlait de nouveaux enjeux, lorsqu'on a imaginé ce prix, on ne pensait pas qu'il allait y avoir des nouveaux enjeux. Comme je l'ai dit, les enjeux sont considérables actuellement. Et il va falloir beaucoup travailler autour de cet écosystème de la Genève internationale. Alors une des choses fantastiques ici à Genève, c'est que justement l'écosystème, bien sûr, ce sont la prolifération des organisations, les organisations spécialisées, certaines qui ont des formes un peu plus originales, un peu différentes, mais qui jouent des rôles très importants. On pense par exemple à l'International Standard Organization, qui n'est pas vraiment une organisation internationale, mais qui est quelque chose de tout à fait important ici à Genève. On a cette prolifération, on a évidemment tout ce qui gravite autour, les nombreuses missions, les ONG, etc. Mais on a aussi des organisations de la société civile locale, comme le Forum suisse de politique internationale, qui animent une réflexion par des conférences, par l'organisation de ce prix, autour de cette Genève internationale. Donc cet écosystème de la Genève internationale, c'est vraiment cet ensemble au sein duquel se trouve aussi l'université
et notre voisin de l'autre rive, le Graduate Institute. Donc c'est vraiment cette singularité genevoise que l'on souhaite que des doctorants. Alors évidemment, souvent nos doctorants, ils ont envie d'aller voir des problèmes plus lointains, si je puis dire. Mais encore une fois, cette spécificité qui nous a l'air acquise, parce qu'on est ici dans cette Genève internationale, cette spécificité, elle doit être chérie, elle doit être étudiée, elle doit être comprise, et le cas échéant, elle doit, et comme je dis le cas échéant, je crains que le cas ne soit échu, elle doit être repensée. Alors évidemment, ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, je ne vais pas parler trop longtemps, j'aimerais juste remercier les membres du jury qui ont accepté, parce qu'évidemment, pour remettre un prix, il faut sélectionner parmi les candidatures, et il se trouve que c'est un prix pour des thèses, et les thèses, c'est quand même quelque chose d'un peu volumineux, donc on a des collègues qui ont accepté de lire les différentes thèses et de délibérer pour attribuer ce prix. Je remercie donc mes collègues de l'université, Alexandre Kayser et René Schwock, qui étaient au nom de l'université dans le jury, et également Pierre Allan et Grégory Liquer, qui, au nom de notre partenaire, le Forum suisse de politique internationale, ont également siégé dans le jury. Et puis, avant de repasser la parole à, on dit la maîtresse de cérémonie, à Olga, j'aimerais justement grandement remercier Olga pour l'important travail qu'elle fournit, pour donner vie à ce partenariat, pour faire fonctionner ce prix. Il faut évidemment solliciter les candidatures, faire savoir que le prix existe. Il faut ensuite organiser les travaux du jury. Il a fallu évidemment organiser cette cérémonie, et c'est un travail considérable qui a été fait derrière la scène, mais puisqu'on a l'occasion de la voir entre chaque orateur, ne manquez pas de l'applaudir et de la féliciter. Et puis pour terminer, j'aimerais remercier le président du Forum suisse de politique internationale pour ce partenariat qui est, je l'espère, satisfaisant pour vous comme pour nous, et qui, je l'espère aussi, va susciter des vocations parmi les doctorants à se pencher plus attentivement et d'un point de vue académique sur ces spécificités, ce petit miracle qu'est la Genève internationale. Voilà, donc je me réjouis d'entendre les différents intervenants et évidemment d'écouter la laudatio du lauréat. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Je donne la parole à monsieur Bertrand Louis, le président du Forum suisse de politique internationale. Merci, monsieur le directeur. Merci de nous accueillir dans ce magnifique aula Olivier Reverdin, l'alma mater de Genève, où j'ai aussi séché quelques années. Monsieur le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, permettez-moi de faire maintenant, puisque ça a été mon travail pendant quelques années aussi au service de la Confédération des salutations protocolaires. Je ne serai pas trop long, bien qu'il y ait beaucoup d'intervenants. Monsieur le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, monsieur le président, il est là, je le vois bien, de la Fondation Lombardier, monsieur le directeur du Global Studies Institute. Par ailleurs, il doit y avoir quand même l'équivalent français, non? L'Institut des études globales. D'accord. Mesdames et messieurs les professeurs, ils sont nombreux. Mesdames, non, messieurs les membres du jury qui ont été mentionnés par le directeur. Mesdames et messieurs les membres du Forum suisse de politique internationale. Monsieur, nous le verrons par le miracle des ondes, Simplice Ayangma Bongo, lauréat du prix Lombardier du FSPI 2022, chers étudiants, chères étudiantes, chers invités, mesdames et messieurs. En créant, il y a maintenant 25 ans, le Forum suisse de politique internationale, les fondateurs avaient souhaité faire profiter à ses membres de ce que la ville-monde de Genève, le haut lieu de la diplomatie multilatérale, cela a été dit déjà à plusieurs reprises, pouvait offrir, j'aime pas tellement le terme, mais c'est bien ça, concrètement, pouvait offrir
en termes de personnalités politiques et étrangères présentes à Genève ou de passage à Genève, dans un cadre indépendant et objectif pour traiter de la géopolitique du monde et des relations internationales. Le forum est rapidement devenu, c'est pas grâce à moi, mais grâce à mes prédécesseurs, une plateforme d'échange d'informations et de réflexion entre praticiens des relations internationales, diplomates, fonctionnaires internationaux, je crois que ça a été mentionné plusieurs fois aussi, représentants d'organisations non gouvernementales, hommes d'affaires, dont certains banquiers généreux, qui fait, universitaires bien sûr, et qui fait que ce cadre fournissait à chaque conférencier, comme à chaque participant par ailleurs, la possibilité de manifester sur ses opinions en toute liberté, ainsi que faire part de ses profondes convictions. L'objectif principal étant été de poursuivre la réflexion sur les grands enjeux internationaux. Chaque année, il y a un sujet complémentaire. Le dernier en date est peut-être les Building Bridges du président Lombardier. Avant lui, la diplomatie scientifique, enfin bref, les thèmes ne manquent pas. Et ils ont tous des implications au niveau géopolitique, que ce soit régional et international, voire même national, s'agissant de notre cher pays, la Suisse, qui quelquefois aussi s'est joué dans la cour des grands. Nous observons toutefois avec une grande préoccupation comment cette communauté internationale doit faire face aux effets pervers de la globalisation, voire souvent se résigner à une certaine démondialisation, notamment pour faire suite dans le mouvement de la pandémie et de la crise du multilatéralisme. Et nous devons bien sûr déplorer sur fond de guerre en Ukraine les divers échecs de cette communauté internationale et en particulier des Nations Unies pour assurer une paix durable. C'est donc une raison de plus pour le Forum de nourrir aux côtés des principaux acteurs de la Genève internationale la réflexion autour de tous ces défis que Genève aura à relever ou renforcer au cours des prochaines décennies la coopération internationale et pérenniser le rôle de centre d'expertise multiples qu'elle constitue, qu'il s'agisse de mettre en œuvre les ambitieux objectifs du développement durable ou de relever les défis de la 4e révolution industrielle. Et puis finalement, le laboratoire d'idées qu'est le Forum souhaite attirer à lui les représentants des plus jeunes générations, notamment jeunes professionnels et étudiants, afin de leur permettre de dialoguer avec leurs aînés des enjeux du multilatéralisme et de la coopération internationale du futur. Et c'est dans cet esprit qu'il a créé ce prix grâce au soutien généreux de la Fondation Lombardier et avec le partenariat du Global Studies Institute. Je reprends l'expression anglaise que j'aime finalement aussi bien. Le prix Lombardier du Forum suisse de politique internationale, Olga l'a rappelé, récompense l'excellence d'un travail de doctorat qui porte sur les enjeux du multilatéralisme et les nouvelles thématiques de la diplomatie multilatérale. Parmi eux figure bien sûr la lutte contre la pandémie de la ou du Covid, monsieur le directeur. À prendre ou à laisser ? C'est ouvert. Bien, je suis resté sur le Covid. Et une crise sanitaire sans précédent sur tous les plans, qu'ils soient géographiques, sanitaires, économiques, sociaux et donc géopolitiques. L'Afrique, et dont l'Afrique, bien sûr, n'a pas été épargnée, quoique, vous nous le direz, s'en est vu de l'Occident et vu du Nord, s'en est manifestement bien tiré, à évidemment quelques exceptions près. Donc le jury a décidé à l'unanimité d'attribuer le prix à ce doctorant camerounais, Simplice Ayangma Bongo, pour sa thèse sur l'OMS, les politiques de développement sanitaire et leur mise en œuvre en Afrique centrale entre 1956 et 2000, sous la direction du professeur Sandrine Cotte de l'Université de Genève. Je l'en félicite vivement. Je vous remercie beaucoup d'être venu
en nombre pour manifester votre intérêt au forum et surtout honorer de votre présence la cérémonie de remise de ce prix. Merci beaucoup. Le lauréat 2022 du prix Lombardier du Forum suisse de politique internationale est donc, comme vient de le dire M. Louis, M. Simplice Ayagma Bono, pour sa thèse d'histoire qui a été soutenue sous la direction de la professeure Sandrine Cotte et qui s'intitule « L'Organisation mondiale de la santé, les politiques de développement sanitaire et leur mise en œuvre en Afrique centrale entre 1956 et 2000 ». Monsieur Ayagma Bono, qui se trouve actuellement au Cameroun, n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir. Néanmoins, nous avons le plaisir de projeter une petite interview que nous avons réalisée par Zoom, donc veuillez excuser peut-être la médiocre qualité. Et dans cette vidéo, il va vous présenter son travail de thèse. Je suis Simplice Ayagma Bono, originaire du Cameroun et enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun et par ailleurs chercheur postdoctoral Banting au Bishop University à Sherbrooke au Canada. Je suis aussi titulaire d'un doctorat S-Let Histoire générale de l'Université de Genève en Suisse et d'un doctorat PhD Histoire économique et sociale de l'Université de Yaoundé 1. Ayant travaillé dans le cadre de mon mémoire de master sur les politiques de développement sanitaire de l'OMS au Cameroun, il m'a semblé nécessaire d'élargir en thèse cette thématique à l'échelle de la sous-région Afrique centrale. Or, la réalisation d'une telle ambition exigeait un indispensable travail dans les archives internationales de l'OMS, à Genève surtout. Donc, c'est ce qui m'a conduit à opter pour une co-tutelle de thèse avec l'Université de Genève dès 2013. Donc, plusieurs appuis financiers du gouvernement suisse ont rendu possible mes études à Genève, puis la soutenance en 2019 de ma thèse. Ma thèse, soutenue en co-tutelle internationale, portait sur la mise en œuvre par l'OMS des politiques internationales de développement sanitaire en Afrique centrale entre 1956 et 2000. Donc, cette étude s'était fixée pour ambition d'analyser les mesures d'hygiène, de formation de personnel de santé et des campagnes d'éradication des maladies. Il s'agissait pour moi d'évaluer la réception des normes de l'OMS par les gouvernements nationaux et les communautés locales en vue d'examiner l'impact des dites normes sur les communautés locales et de comprendre l'articulation entre politique globale de santé et les mises en œuvre régionales, nationales et locales. Le tout à partir d'une enquête de terrain approfondie. Donc, mon travail, qui était aussi guidé par des considérations d'ordre citoyen, s'était fondé sur le désir de mieux comprendre les dynamiques en cours dans les rapports entre l'OMS et les États de la sous-région Afrique centrale. Un tel désir s'est lui-même essentiellement nourri des difficultés, mieux des échecs constatés et vécus des politiques de santé dans la plupart des pays de cette partie du continent. Je voudrais dire a priori que mon parti pris méthodologique et empirique consistait à postuler que le colonialisme sanitaire
internationale en Afrique pouvait être rendue intelligible à condition de restituer le contexte et les circonstances, surtout structurelles, qui permettent de reconstruire les diverses rationalités et les incertitudes qui peuvent a priori échapper à l'analyse. Partant donc de ce postulat, il m'a semblé possible de mettre en orbite les ressorts d'une assistance médico-sanitaire internationale non exempte de présupposés colonialistes qui ont structuré les premières organisations internationales de santé et notamment l'Office international d'hygiène publique et l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, créées respectivement en 1907 et en 1923. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes dynamiques ont conduit à la naissance de l'OMS en 1948. Alors, ces logiques de domination des organisations internationales de santé dans le continent africain en général s'inscrivent du coup dans la perspective d'une histoire longue partagée entre rupture et survivance et qui permettent de comprendre aujourd'hui encore les actions de l'OMS sur le continent. Ces organisations deviennent du coup des sortes d'arènes sur lesquelles se mènent des batailles rangées des puissances étrangères, surtout occidentales, pour leurs intérêts en Afrique. Ces affrontements expliquent en partie au moins la situation particulièrement désastreuse du secteur pharmaceutique dans le continent, compte tenu surtout de la centralité du médicament dans la prise en compte des problèmes de santé publique. Permettez-moi tout d'abord de dire toute ma reconnaissance au Forum suisse de politique internationale, Lombard-Odier, pour ce prix qu'il vient de m'octroyer. Je me réjouis de l'honneur qu'il me fait ainsi en primant mon travail. Ce prix consacre en effet un travail réalisé avec ardeur, détermination et abnégation durant plus de 5 années. Il est en définitive la reconnaissance de ces durs efforts et de l'excellent travail qui en est sorti. La dotation issue de ce prix me permettra de poursuivre mes recherches qui ambitionnent d'analyser l'apport des pays occidentaux non coloniaux dans le développement sanitaire du continent, avec pour visée la mise en perspective ou alors la mise en comparaison de leurs actions avec les anciennes puissances colonialistes. Donc, merci pour cet échange et merci pour le prix offert par le Forum suisse de politique internationale. J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Monsieur Patrick Odier, président de la Fondation Lombard-Odier et généreux soutien de ce prix. Monsieur Odier, par son engagement en faveur de la Genève internationale, a joué un rôle vraiment clé dans la mise sur pied de ce prix et je l'en remercie. J'accueille également à ses côtés Madame Sandrine Cotte, professeure à l'Université de Genève et directrice de thèse donc du lauréat. Tous les doctorants qui arrivent au bout de leur thèse savent ce qu'ils doivent à leur directeur ou à leur directrice de thèse. Tout génie qu'il soit, un doctorant a besoin d'un mentor qui sache alterner critique et motivation pour faire évoluer son travail. Et Simplice Ayagma Bonoo, c'est sûrement ce qu'il doit à Madame Cotte. Qu'elle en soit ici remerciée en son nom et au nom de tous ses anciens et également futurs doctorants. Monsieur Odier, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, on veut tous aller très vite sur le fond. Je serai donc bref, mais j'aimerais vous exprimer tout l'enthousiasme qui est celui de la Fondation Lombardier et mon enthousiasme personnel à voir cette notion du multilatéralisme reprendre de la vigueur à travers, je l'espère, ce prix et à travers votre aide. En effet, Genève, ça a été répété à plusieurs reprises, Genève, c'est avant tout son internationalité, c'est avant tout une ville qui dépendra avant tout de l'attractivité qu'elle reste et qu'elle demeure, ou qu'elle permettra de maintenir et de développer pour la pensée internationale. Et dans ce domaine-là, il me semble que ces dernières années, nous avons probablement faibli un tout petit peu dans certains domaines. Il faut quand même rappeler que cette pensée internationale, elle a su se développer à Genève dans énormément de domaines. Si je prends le domaine qui m'est le plus proche, c'est-à-dire le domaine de l'activité économique, c'est quand même ici qu'une partie de la pensée économique s'est développée, notamment en matière financière. Je ne reviendrai pas sur les nombreux exemples d'innovation dans ce domaine qui se sont développés dans cette petite, très grande ville, mais aussi dans le domaine, bien sûr, de l'assurance, où parmi les se sont développés ici grâce à une réflexion plus sociale d'ailleurs que financière, grâce à la pensée humanitaire qu'on a réussi à ramener ici très tôt et à amener ici très tôt, je ne vous en rappellerai pas évidemment les circonstances, et qui a fait de cette ville de paix qui rayonne dans le monde entier, mais grâce aussi plus récemment à cette capacité à attirer les nouvelles pensées comme celle de la pensée digitale qui se développe assez rapidement aujourd'hui, et je l'espère aussi de la pensée environnementale à laquelle nous essayons modestement également de contribuer. C'est donc un immense plaisir que de pouvoir être ici ce soir pour remettre le prix Lombardier du Forum suisse de politique internationale. Ce prix qui voit sa première édition être célébrée ce soir s'inscrit en fait en grande partie dans l'ADN de notre fondation et de notre maison. Alors on me dit, mais pourquoi la finance s'intéresse de si près à cette idée du multilatéralisme aujourd'hui? Je crois que c'est assez simple à comprendre. La nature de notre métier dépend, bien sûr, de ce multilatéralisme, de cette coopération internationale en matière, bien sûr, prudentielle, en matière de coopération technique, en matière de réglementation, mais aussi en matière de définition de grands standards, et pour établir ces règles du jeu qui vont contribuer à permettre à la stabilité des environnements dans lesquels nous œuvrons, à un titre ou à un autre, et à la confiance de s'établir. Et cette stabilité et cette confiance, on doit être fiers de pouvoir penser que c'est aussi en partie à Genève qu'on contribue à la développer. La finance, vous le savez, touche tous les aspects de la vie sociale et de la politique en général. Elle se base essentiellement sur le multilatéralisme, aussi par le fait qu'elle dépend des grands accords internationaux qui vont définir ce cadre macroéconomique dans lequel elle se développe, mais aussi qui vont permettre de pouvoir, quelque part, assurer, encore une fois, une bonne compréhension de ce monde dans lequel nous devons œuvrer. Notre fondation déploie de nombreux efforts aussi et des moyens importants pour créer et nouer un dialogue constant entre toutes les parties qui sont prenantes à ce dialogue nécessaire, et en partie à l'image de ce que nous essayons, cela a été rappelé par le Président, de faire aujourd'hui dans le domaine de l'environnement. Avec cette conférence, cette initiative et cette communauté Building Bridges qui, avec des partenariats avec plusieurs d'entre vous, est en train de se développer. La philanthropie chez Lombardier et la Fondation Lombardier se base sur des principes que nous retrouvons aussi dans le Forum suisse de politique internationale et notamment dans le domaine de son action prioritaire dans les domaines humanitaires d'une part et aussi de l'éducation. Le Forum suisse de politique internationale a pour vocation, ça a été dit, de stimuler ce multilatéralisme à travers le dialogue et la recherche. Et dans un monde qui devient de plus en plus polarisé pour nous tous, où les compromis géopolitiques, on le sait trop dramatiquement depuis quelques mois maintenant, et même sociaux, deviennent de plus en plus difficiles à réaliser, ce multilatéralisme et la capacité d'aligner de nombreux acteurs sur une ligne commune est un enjeu essentiel, voire existentiel pour chacun et chacune d'entre nous. Cette capacité de dialogue et de s'accorder sur une ligne d'action commune est absolument cruciale pour affronter ces défis qui nous attendent ce siècle dans tous les domaines. Et ce dialogue doit pouvoir déboucher sur des actions politiques, sur des actions techniques,
mais aussi sur des actions concrètes de changement de notre société. Je suis certain que le Forum ici œuvre dans le sens d'amener précisément cette pensée et ce dialogue dans cette direction. Mais les accords multilatéraux sont aussi une clé de combat actuelle pour sauver, je l'ai dit, notre environnement et le climat, cause pour laquelle notre groupe déploie tous les jours beaucoup de moyens et de ressources, et pour laquelle nous avons d'ailleurs décidé d'être et de devenir la première institution financière suisse d'une certaine envergure à obtenir cette certification dite B Corp, Société pour le bien de la société, dont nous sommes évidemment très fiers et qui fait aussi de nous un acteur engagé dans cette voie du dialogue pour la recherche du bien pour la société. Donc toutes ces raisons nous font être extrêmement heureux aujourd'hui de pouvoir décerner ce prix. Et le prix décerné par le Forum suisse de politique internationale et la Fondation Lombardier vise à récompenser, cela a été dit, cette excellence d'un travail de doctorat, on l'a entendu, portant sur les enjeux du multilatéralisme et les nouvelles thématiques de la diplomatie multilatérale. J'ai donc le plaisir de décerner ce prix ce soir à M. Simplice Ayangma Bonoho, que nous venons d'entendre, pour sa thèse qui a été déjà citée à moult reprises, mais par l'intermédiaire de sa directrice de thèse, Madame la professeure Cotte, et à qui je passe maintenant la parole pour la laudation. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Donc, je vais faire la laudatio de mon ancien doctorant et je connais très bien cet auditoire parce que c'est là où je fais le cours d'histoire générale qui forme les générations d'étudiants en histoire, les premières années. Donc, je trouve ça très étrange de parler à un public très différent de mon public habituel. Alors, et voilà, ça, je m'en souviendrai pour le prochain cours. Donc, après avoir soutenu, comme il l'a rappelé, donc en 2012, un mémoire de master en histoire sur les actions de l'OMS au Cameroun, à Yaoundé, Simplice, je vais l'appeler Simplice, c'est comme ça que je l'appelle, m'a contacté pour co-diriger son travail de thèse qui portait sur la politique de développement sanitaire de l'OMS en Afrique centrale. Alors, il faut bien que vous compreniez que des mails comme ça, d'étudiants africains, j'en reçois énormément, parce qu'ils veulent effectivement trouver des financements. Et puis bon, la Suisse, on sait, c'est pas le pays le plus pauvre du monde, donc j'en reçois beaucoup. Et la plupart du temps, je les lis avec attention et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cet étudiant ou pas? Et j'ai trouvé que le mail de Simplice présentait un certain nombre de promesses. Et donc, j'ai pris au sérieux sa demande et j'ai demandé à ce qu'on se téléphone. Alors ça a été très, très compliqué. Mais finalement, nous y sommes parvenus. On a fait plusieurs entretiens téléphoniques et j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un d'extrêmement motivé et surtout qui avait déjà une bonne formation de départ. Donc, je me suis décidée à accepter cette co-tutelle de thèse avec donc son, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais je voudrais quand même le mentionner, son directeur de thèse à Yaoundé 1, qui est Daniel Abois, donc que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais avec lequel j'ai été aussi en communication par Zoom. Ça n'a pas toujours non plus été simple. Persuadé donc qu'il profiterait pleinement pour sa formation intellectuelle d'un long séjour à Genève, donc il a d'abord demandé une co-tutelle avant de demander sa bourse. Et ça, c'est très différent de la plupart des étudiants qui généralement demandent une bourse pour rentrer dans une co-tutelle. Donc, et on a entamé collectivement, tous les deux, les démarches pour pouvoir bénéficier donc d'une bourse d'excellence de la Confédération suisse, qu'il a obtenue brillamment d'ailleurs. Et à celle-là, à cette bourse, se sont ajoutées ensuite 2 autres bourses suisses. Je voudrais quand même signaler que la Suisse a beaucoup soutenu le travail de Simplice, une bourse de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève et une bourse donc de recherche du Fonds national de la recherche scientifique suisse qui, et c'est un peu ironique, lui a permis de faire un séjour de mobilité de 12 mois au Congo, alors qu'il n'arrivait pas à le faire à partir de l'Afrique. Donc, il a fallu qu'il parte de Suisse pour aller en Afrique, grâce à des fonds suisses qu'il n'arrivait pas, donc un séjour qu'il n'arrivait pas à organiser à partir de l'Afrique. Donc, je voudrais rappeler que pour l'ensemble de ces soutiens financiers octroyés par différentes instances suisses, eh bien, je voudrais exprimer au nom de Simplice ma plus profonde reconnaissance et ma plus profonde gratitude donc à l'égard du gouvernement suisse et des différentes institutions suisses pour avoir permis en fait ce travail. Alors, durant son séjour de 24 mois à Genève,
Simplice a travaillé extrêmement dur. Alors, il a travaillé vraiment de manière très, très conséquente, extrêmement dure. Il a fait preuve, par ailleurs, d'une très grande ouverture d'esprit. On a beaucoup discuté. Il était parti sur un certain nombre de choses avec lesquelles on n'était pas toujours d'accord. Et ça a été vraiment une discussion pied à pied. Par ailleurs, il a utilisé les ressources documentaires genevoises de manière exemplaire, les archives, les bibliothèques. Il a fréquenté les séminaires de recherche offerts par le département d'histoire générale, les Global Studies Institute. Il est aussi allé au Graduate Institute. Il a partagé avec de nombreux chercheurs de la place genevoise qui ont relu ses chapitres, qui ont discuté avec lui. Enfin, franchement, la thèse de Simplice, ça nous a beaucoup occupés, hein, faut quand même le dire. Ça a été vraiment une entreprise collective. Et lui, il a été merveilleux dans ces moments-là, parce qu'on a beaucoup échangé, il a été très, très ouvert aux critiques. Et donc, je voudrais exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui ont vraiment échangé avec Simplice et qui ont accompagné son travail, qui ont relu des chapitres de la thèse, parfois plusieurs fois, et qui ont vraiment participé de manière collective à cette thèse. Alors, je voudrais un tout petit peu... C'est peut-être pas très gentil parce qu'il n'est pas là pour me contredire et comme on s'est beaucoup contredit pendant la direction de la thèse, donc comme c'est moi qui parle en deuxième, il ne pourra pas me recontredire après. Mais je voudrais livrer une interprétation un petit peu différente de la thèse de Simplice que celle qu'il vous a donnée lui. Donc, dans sa thèse, Simplice voulait donc étudier le rôle joué par l'OMS dans les politiques sanitaires des pays d'Afrique entre 1956 et 2000. En réalité, son travail dépasse les bornes chronologiques indiquées par le titre, puisque, comme il était, et c'est ce sur quoi il a insisté là, comme il était très préoccupé par le fait de montrer qu'il y avait des continuités de type colonial à l'intérieur de l'OMS, il a fallu qu'il revenir en arrière et montrer donc quelles étaient ces continuités. Donc, effectivement, il a voulu montrer ses rémanences coloniales. C'est là-dessus qu'on a beaucoup discuté, parce que j'ai pensé qu'il fallait être un peu plus subtil. Dans les pratiques internationales. Pas qu'il n'y en ait pas, mais il n'y a peut-être pas que ça. Bon. Et par ailleurs, donc, il a inscrit judicieusement chacun des problèmes dont il s'est saisi dans un contexte plus large. Par exemple, les discussions autour de la définition des soins de santé globale, sur lesquels je vais revenir, la description des maladies comme la maladie du sommeil ou du paludisme. Il a fait vraiment un très, très gros travail de recherche. On a beaucoup discuté sur l'usage du DTT. Alors là, ça a été un chapitre homérique de nos relations doctorant, directeur de thèse, et de ce qu'il appelle le néocolonialisme écologique. C'est resté dans la thèse, mais bon, voilà, ça est passé un peu difficilement auprès de moi. Donc, bon, tout ça, c'est toujours des négociations, hein, doctorant, directeur, voilà. Donc, en tout cas, il a pris à bras-le-corps le très difficile problème des effets parfois détournés de l'expertise internationale sur les politiques sanitaires en Afrique, et il l'a fait en mobilisant de très nombreux fonds documentaires, les archives de l'OMS, bien sûr, enfin, en tout cas, ce qu'il y en a. C'est pas si simple que ça, les archives de l'OMS, je le dis puisque j'ai le directeur, j'en profite. Et puis, il a fait aussi du terrain local en Afrique et il a fait aussi de nombreux entretiens avec des acteurs locaux. Il a fait un travail considérable. Alors ça, vraiment, un travail considérable et à différents niveaux. L'ensemble du travail, et c'est là où je voudrais présenter une interprétation un peu différente de sa thèse. Donc l'ensemble du travail montre que les politiques promues par l'OMS s'inscrivent, ça c'est ce qu'il vous a dit, dans la continuité des pratiques et institutions coloniales et sont influencées par des logiques économiques et par le lobby des firmes pharmaceutiques. Ça, il ne l'a pas dit, mais il insiste beaucoup dans sa thèse. Néanmoins, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il fait d'autres... Il ouvre d'autres perspectives dans sa thèse sur lesquelles il a moins insisté. Il montre que l'organisation, l'OMS, adopte dès les origines quand même une approche progressiste des questions de santé, avec une approche holistique de la santé, je le cite, de la santé qui saisit l'homme dans son environnement. Et cette vision s'exprime à différents moments dans les politiques de l'OMS, dans les stratégies promues par l'OMS, les politiques par exemple en faveur des soins de santé primaire telles qu'elles ont été redéfinies à Alma-Ata en 1978 et aussi prolongées par l'initiative de Bamako en 1987. Dans sa thèse, Simplice montre de manière vraiment explicite qu'on ne peut pas réduire les politiques de l'OMS à simplement un prolongement des pratiques coloniales. Il le montre vraiment. Donc, je voudrais quand même le dire là. Alors, ce qui montre aussi, c'est que ces politiques se heurtent à un certain nombre d'échecs. Mais pourquoi ces échecs? Pourquoi? Il essaye d'analyser ces échecs. Et il montre que,
en fait, les acteurs internationaux, et en particulier l'OMS, ne peut pas réussir dans les politiques qui sont développées, qui sont en fait les programmes qu'elle veut développer, tant qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur des relais. Et ces relais font défaut à l'OMS. Or, les relais qui font défaut, c'est les gouvernements occidentaux, certes, mais aussi les firmes pharmaceutiques, mais aussi les élites locales, et en particulier, donc, au Cameroun, un certain nombre d'élites camerounaises. Et l'ensemble de ces acteurs qui font défaut rendent impossible, en fait, la mise en place de ces politiques de santé. Et d'ailleurs, il souligne par ailleurs le rôle parfois ambigu, même souvent très ambigu, des organisations non gouvernementales qui pensent en fait favoriser la mise en place de ces politiques de santé, mais qui en réalité font obstacle à la mise en place de ministères compétents sur le terrain qui empêchent véritablement la réalisation de ces politiques de santé. Donc vous voyez que dans la thèse de Simplice, il y a une analyse complexe de la réalité de ces politiques, du rôle de l'OMS qui en fait est évidemment un forum où, comme toutes les organisations internationales, il y a des logiques qui sont des logiques contradictoires, mais qui en plus sont rendues, dont la réalisation des projets est rendue difficile par l'absence de soutien sur le terrain. Bon, on pourrait évidemment développer davantage, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vous ennuyer. En tout cas, pour conclure, c'est un travail donc extrêmement riche, extrêmement profond et très multisitué, hein, donc il faut qui est d'une grande complexité d'analyse et qui propose des thèses certes provocantes, mais toujours en les appuyant sur des travaux et sur des travaux de terrain très bien fouillé, très bien assis, et clairement, c'est une thèse qui renouvelle notre vision de l'action de l'OMS en Afrique. Ce qui reste à faire à Simplice, et il le sait parfaitement, c'est d'analyser plus finement encore la mise en œuvre pratique au niveau local de ces politiques de santé telles qu'elles ont été discutées internationalement. Et là, il s'est heurté à un certain nombre de difficultés qui sont liées à l'état des sources locales, au fait que les acteurs de terrain ne veulent pas forcément toujours s'exprimer de manière très claire, etc., etc. Tout ça, c'est des difficultés sur lesquelles on a beaucoup discuté ensemble. Et je voudrais terminer pour ma part, bien qu'il m'ait pas remercié dans sa présentation, pour moi le remercier, mais heureusement Olga l'a fait, pour moi le remercier parce que tout ce que je sais sur l'Afrique, je le sais grâce à lui. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu diriger cette thèse et qu'il ait pu me faire confiance pendant toutes ces années que nous avons passées ensemble. Par ailleurs, donc, Simplice est quelqu'un d'extrêmement fidèle, donc j'ai des nouvelles très très régulièrement de ce qu'il fait et je sais qu'il continue encore plus brillamment que ce qu'il a fait pour sa thèse et j'en suis extrêmement heureuse pour lui et aussi pour nous. Voilà, merci. On vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de la Fondation Lombardo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour ce laudatio. Je vous propose maintenant de lancer notre débat sur l'OMS et la sécurité sanitaire en Afrique. Nous avons la chance d'avoir de grands experts avec nous et je les remercie d'avoir accepté notre invitation à débattre ce soir. Le docteur Ibrahima Sosé Fall, le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, chargé des interventions dans les situations d'urgence. Madame Nadine Machikou, professeure à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et Madame Stéphanie Dagron, professeure à l'Université de Genève. Et je vais lui passer la parole pour qu'elle vous dise quelques mots d'introduction à ce débat. Merci. Merci. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici ce soir. Je suis professeure de droit international et je travaille dans le domaine du droit international de la santé depuis de nombreuses années maintenant et mettre à l'honneur ces questions de santé publique
Et traiter ça dans la perspective du continent africain, c'est vraiment quelque chose qui moi, me fascine ce soir. Je vais présenter nos deux intervenants. On a vraiment la chance d'avoir des experts avec nous. Donc le docteur Socé Fall, qui est originaire du Sénégal, qui a fait 2 doctorats en médecine et en santé publique, et en s'intéressant, j'ai vu assez rapidement aux questions de santé globale, puisqu'un des 2 doctorats traitait de la lutte contre le paludisme en Afrique subsaharienne. C'est impossible de retracer le curriculum du docteur Fall jusqu'à son arrivée aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette grande expertise dans la lutte contre les maladies infectieuses. Le docteur Fall a notamment été très impliqué à différents niveaux dans le cadre de la lutte contre le paludisme en Afrique. Et puis ensuite, il a aussi dirigé la mission des Nations Unies contre Ebola au Mali, avant d'être très impliqué au niveau régional dans la réponse qui a été donnée à l'épidémie d'Ebola en Guinée, Sierra Leone et Libéria à partir de 2014. Et il a ensuite travaillé au développement de la nouvelle stratégie de l'OMS qui a été mise en place à partir de 2016 concernant la lutte contre les épidémies et les situations d'urgence. Le Dr Fall nous parlera de la sécurité sanitaire mondiale et du rôle de l'Afrique dans la construction ou dans la réforme de l'architecture actuelle. Notre seconde intervenante est la professeure Nadine Machikou, qui vient aussi du Cameroun, comme notre lauréat ce soir. Madame Machikou est agrégée de sciences politiques, professeure à l'université d'Yaoundé 2, dont elle est aussi vice-rectrice depuis mai 2021. J'ai noté que vous aviez été la première femme à être nommée professeure de sciences politiques par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, et aussi, je pense en conséquence, la première femme à avoir assuré la direction du concours d'agrégation de sciences politiques. Les intérêts de recherche de la professeure Machikou sont très larges, puisqu'elle s'intéresse aussi bien aux ressorts juridiques de l'autoritarisme qu'aux crises et violences politiques, ou encore à la production des savoirs en Afrique. Et bien sûr, elle s'intéresse aux questions de santé publique. Le sujet de sa thèse confirme cet intérêt, puisqu'elle a travaillé plus précisément sur les observatoires régionaux de santé. La professeure Machikou nous parlera donc ce soir des leçons à tirer de la pandémie de Covid-19 en Afrique, et surtout, il me semble, des leçons que le monde entier peut tirer de l'expérience africaine dans le domaine des maladies infectieuses. Dr Fall, je vous donne la parole. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à remercier tous les organisateurs pour cette opportunité d'échanger avec un accent particulier sur le multilatéralisme, la diplomatie multilatérale. Et j'étais très touché, professeur Code, par le contenu de la thèse de Simplice. Je m'y retrouvais en tant qu'Africain, bien entendu. Et mon premier contact avec l'OMS, c'était au Cameroun, comme par hasard, en 1996, et j'étais un jeune médecin déjà sur le terrain. Et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu la statue de Jameau, Dr Eugène Jameau, qui était un médecin du temps colonial en France et qui luttait contre la maladie du sommeil. Et sur la plaque, il était donc écrit, c'était une citation de Jameau, « Je vais réveiller l'homme noir ». Donc c'était un choc pour moi. Je ne suis pas né sous la colonisation, donc j'ai grandi dans un environnement totalement libre intellectuellement, et voir dans un pays africain cette citation « Je vais réveiller l'homme noir ». Donc vous pouvez imaginer quand on parle de colonisation sanitaire et de décolonisation sanitaire que je suis complètement concerné. Et quand j'ai rejoint l'OMS plus tard, je voulais rester juste pour une année.
et retourné à mon université enseigner. Et je travaillais sur le paludisme et je me suis rendu compte que dans la plupart des pays africains, surtout de l'Est et de l'Afrique australe, c'était plus des Britanniques qui venaient présenter la situation du paludisme pour les pays africains. Et je me suis engagé à renforcer les capacités des jeunes Africains, aller dans tous les pays de l'Afrique, former des jeunes pour avoir cette masse critique donc d'experts en Afrique et capable donc vraiment d'identifier les priorités, de travailler avec les communautés et d'avoir un impact sur le terrain. Donc je l'ai fait jusqu'en 2010-2012 pour voir l'impact donc de la lutte contre le paludisme en Afrique. Donc c'est sur ce sujet que je travaillais pour ma dernière thèse, et de là, j'ai quitté la lutte contre le paludisme parce que j'avais formé suffisamment de personnes avant de me retrouver encore dans les urgences, bien entendu. Et je pense que quand on cadre le sujet dans le contexte de la sécurité sanitaire mondiale, bien entendu avec cette pandémie que nous vivons toujours, cette carte c'est juste pour illustrer donc la fréquence de pandémies et des épidémies liées à des germes les plus dangereux dans le monde. Vous voyez que l'Afrique n'est pas épargnée avec les épidémies de fièvre hémorragique virale, le virus Marburg, Ebola, Crimée-Congo, la fièvre de la vallée du Rift, etc. Mais aujourd'hui, le monde entier est exposé au risque de pandémie quand on tient compte des facteurs essentiels comme la dégradation de l'environnement, la déforestation. Quand vous allez au Congo, le niveau de déforestation et d'exploitation minière, donc on est en plus en contact avec la faune et la flore, et donc ces réservoirs de virus sont à nu aujourd'hui. Et on voit de plus en plus des épidémies de fièvre hémorragique virale dans ce contexte aussi de globalisation et des transports internationaux. Les virus peuvent voyager très vite, je pense qu'on l'a vu récemment. Et même avant la pandémie, nous avons vu, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola au Congo, une personne contact à haut risque se retrouvait en Chine et à Dubaï. Il fallait traquer cette personne pour l'isoler et s'assurer que la période d'incubation est passée pour qu'elle puisse revenir. Mais la plupart de ces épidémies aujourd'hui aussi interviennent dans les contextes de crise humanitaire, pratiquement les 75% de ces épidémies. Et avant la crise ukrainienne, déjà, nous avions estimé à 276 millions le nombre de personnes donc, qui ont besoin d'assistance humanitaire. Aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, on est à plus de 300 millions. Et l'impact de cette crise, même dans des régions plus éloignées, telles que la Corne de l'Afrique, et dans toutes ces situations humanitaires où le programme alimentaire mondial a des problèmes pour mobiliser les denrées alimentaires. Donc l'impact est encore plus grand. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe en Afrique. Donc, je travaille sur les épidémies en Afrique pendant très longtemps, bien entendu. Et j'ai commencé dans les années 94-95 à travailler sur les épidémies. Et sur cette carte, vous pouvez voir qu'on enregistre de plus en plus d'épidémies en Afrique. Donc, pour plusieurs raisons. L'urbanisation mal planifiée, la dégradation des forêts, etc. Donc, le problème d'accès à l'eau potable. Mais on peut voir aussi cette carte différemment. Les systèmes de surveillance des maladies sont beaucoup plus opérationnels en Afrique aujourd'hui. Donc, on détecte de plus en plus de petites épidémies qui ne sont pas rapportées au niveau mondial. Et j'ai quitté donc l'Afrique en 2019 et le dernier travail stratégique avec mon équipe que nous avons effectué, c'est la révision de la stratégie de surveillance intégrée des maladies et la réponse aux épidémies. Et pendant donc, les années où je travaille sur les urgences aussi, j'ai toujours mis le focus sur le renforcement des capacités des jeunes Africains pour pouvoir identifier des alertes, aller investiguer dans les zones les plus difficiles, dans les contextes difficiles. Il faut tenir compte des réalités locales, des communautés locales. Parce que quand on est en Europe, on voit beaucoup de gens qui se présentent à la télé comme des experts de l'Afrique, des spécialistes de l'Afrique. Personne ne peut être spécialiste de l'Afrique. Même moi, Africain, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique. Quand je vais dans un nouveau pays en Afrique, je découvre des choses, je dois apprendre, je dois écouter les communautés. Donc ça, c'est extrêmement important. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie, c'est une épidémie différente, parce que le contexte est différent. On ne peut pas venir répliquer les mêmes choses et vouloir avoir un succès. C'est extrêmement important. Donc, en moyenne, en Afrique, on a une nouvelle épidémie tous les 2 à 3 jours.
Et donc, il faut le savoir. Donc, si on revient dans le contexte de la pandémie, donc je pense que l'impact sur l'économie et la société est immense. Quand on compare aux autres épidémies qui sont passées, vous voyez qu'il n'y a même pas photo entre ces deux, et ça continue encore. Et maintenant, pour revenir sur certaines spécificités de l'Afrique, je pense qu'il est important de tenir compte de la dynamique de la population en Afrique, parce que d'ici 2050, la population africaine va doubler. Et d'ici 2035, 50% des Africains vont vivre dans des zones urbaines. Et c'est une urbanisation qui n'est pas forcément planifiée. Les gens, il y a des concentrations de population, le manque d'assainissement, d'infrastructures et d'accès à des services sociaux de base. Donc, cela déjà indique le type d'investissement qu'il va falloir faire pour maintenir cette population en santé, une population de plus en plus jeune, parce que la plupart des jeunes vont vivre en Afrique. Et nous avons des opportunités aussi avec les nouvelles technologies pour, par exemple, des systèmes de surveillance beaucoup plus efficaces en termes de real-time information. Et nous avons aussi l'impact des changements climatiques déjà en Afrique. Quand on regarde ce qui se passe sur la corne de l'Afrique, aujourd'hui, nous avons 20 millions de personnes dans l'Afrique de l'Est qui sont en situation d'insécurité alimentaire à cause du cycle de sécheresse et d'inondation, etc. Mais sur le plan purement sanitaire, nous avons une combinaison de ce que nous appelons le triple fardeau des maladies. Parce que l'Afrique n'a pas fini de lutter contre les maladies transmissibles habituelles telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH, mais nous avons une flambée des maladies non transmissibles parce que le mode de vie a changé. Les gens sont beaucoup moins mobiles, ils font beaucoup moins d'activités. Tout le monde est véhiculé et puis on voit un profil différent. Et si vous regardez les écrits des médecins du temps colonial, c'était clairement dit que le diabète n'existait pas en Afrique, l'hypertension n'existait pas en Afrique. Mais aujourd'hui, donc nous avons une combinaison de ces maladies chroniques et des maladies transmissibles. Et on l'a vu durant la pandémie, cette combinaison, elle est fatale. Et en même temps, donc cette pression des épidémies sur la carte que j'ai montrée, donc ça veut dire qu'il y a besoin de beaucoup plus d'investissement. Et quand je parle d'investissement, je parle d'abord de l'investissement local. Il faut que les gouvernements africains s'occupent de la santé de leur population. C'est leur rôle, avant de demander l'appui extérieur. Je pense que si on parle de décolonisation de la santé mondiale, il faut être responsable d'abord dans son pays, être en mesure de protéger les populations. Et je donne toujours l'exemple du secteur de la sécurité ou de l'armement. Les gouvernements africains n'attendent personne pour aller acheter des armes. Ils savent qu'ils ont besoin de ça. Mais ils veulent attendre des aides de l'extérieur pour la santé de la population. Ça ne peut pas continuer. Donc, et ça, je l'ai dit devant les ministres africains, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, un peu plus de positif quand même quand on regarde donc, ce qui s'est passé les dernières années en termes de qualité de vie sauvée. On voit que pour les 10 maladies qui tuent le plus en Afrique, il y a eu des progrès importants, que ce soit donc, pour le paludisme, vous pouvez voir donc, l'impact qu'on a eu en Afrique avec plus de 66% de réduction, etc. Mais ça reste insuffisant parce que en santé publique, on ne peut pas voir juste des moyennes nationales ou régionales. Il faut aller vraiment vers la granularité, voir les niveaux d'inéquité, le niveau d'accès aux soins de qualité pour ces populations. Et il y a plusieurs problèmes dans ces systèmes de santé qui expliquent que ces systèmes ne sont pas efficaces. Je suis d'accord avec Simplice, c'est des systèmes qui sont hérités de la colonisation et c'était une médecine beaucoup plus élitiste au temps colonial qui cherchait plus à protéger les colons contre les maladies infectieuses en Afrique. Et ces systèmes ont continué pendant longtemps. Malheureusement, il y a eu des réformes aussi de la Banque mondiale qui n'ont pas apporté des résultats. Ensuite, pendant tout ce temps d'ajustement structurel où les pays africains ne pouvaient même pas recruter de médecins pendant une dizaine d'années, je pense que ça posait beaucoup de problèmes. Donc, cet art continue avec le système de santé en Afrique et je pense que c'est un moment important aujourd'hui au niveau des pays africains parce que les autorités comprennent de plus en plus qu'un problème de santé peut être très rapidement un problème économique, un problème de société. Donc, ce qui est important ici en parlant de l'architecture mondiale pour la préparation et la réponse aux épidémies ou pour la sécurité sanitaire,
c'est que les États membres de l'OMS ont demandé en janvier au directeur général de l'OMS, Tedros, de travailler sur une vision nouvelle pour l'architecture mondiale pour la sécurité sanitaire. Et je pense que ça, c'est une opportunité importante pour les pays africains qui ne sont pas tout le temps dynamiques dans la diplomatie sanitaire mondiale. Quand on regarde, en général, c'est 3 ou 4 pays qui interviennent. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, le Ghana, parce qu'ils ont des missions diplomatiques avec une expertise sanitaire. Ce n'est pas le cas des autres pays. Ils sont plus intéressés à aller à la Commission des droits de l'homme, ils sont très actifs. Si je prends l'exemple de mon pays, même le Sénégal, il n'y a personne avec une expertise santé à la mission diplomatique. Je ne les vois jamais intervenir dans les réunions de l'OMS. Et quand on parle d'architecture mondiale pour la sécurité sanitaire, il faut revenir aussi à la multisectorialité, parce que la plupart des déterminants des problèmes de santé sont en dehors du secteur de la santé. Donc, c'est pourquoi cette approche One Health, une seule santé, elle est essentielle. En travaillant avec l'environnement, l'agriculture, donc les services sociaux et autres, le service des finances et de l'économie, pour aboutir à un système donc beaucoup plus organisé, beaucoup plus donc prévoyant et qui peut réagir d'une façon beaucoup plus cohérente et attendue. On a vu durant cette pandémie que tous les pays ont réagi de façon différente, donc de façon complètement irrationnelle des fois. Et il est important aujourd'hui qu'on arrive à une situation où on peut donc préparer les pays à réagir aux risques sanitaires et à les maîtriser donc de façon plus rapide. Mais quand on parle d'architecture mondiale, d'architecture globale, il faut d'abord commencer par le local, le national. Je pense que Simplice disait. On ne peut pas donc utiliser une approche top-down, réfléchir au niveau mondial et aller appliquer au niveau local. Ça ne marche pas. On doit travailler au niveau local parce que les épidémies et les pandémies, ça commence dans une communauté et ça se termine dans une communauté. Si cette communauté n'est pas préparée à identifier les risques, à prévenir certains risques tels que la déforestation et autres, identifier des signaux quand on a des animaux qui meurent à un moment donné, c'est le signe de quelque chose. Quand on prend l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift, souvent ça commence chez les animaux, on voit des avortements dans le bétail, et ça, toute épidémiologie avertie, tout de suite c'est qu'il y a un problème de fièvre de la vallée du Rift qui peut donc contaminer l'être humain. Et donc, ça c'est le scénario classique. Quand une épidémie ou bien une alerte épidémique est rapidement identifiée et des équipes locales d'intervention rapide efficaces, on peut maintenir à un très bas niveau. Par contre, quand on rate cette phase aiguë, on passe à une situation où il est difficile de contrôler l'épidémie et parfois une pandémie. Donc, il est important d'avoir dans tous les pays les capacités donc, de détecter les alertes, de vérifier les alertes et d'avoir des équipes d'intervention rapides. Mais en amont de ça, c'est plus des actions de prévention qu'il faut. Et donc, ce cadre, c'est juste pour montrer là où les pays doivent investir. Donc, ce qui est à ma droite ici, donc tout ce qui concerne l'engagement avec les communautés et les interventions centrées sur la population, ce sont ce genre d'interventions qui permettent donc de limiter l'extension d'une épidémie. Et bien entendu, tout ce qui est pris en charge au niveau du système de santé dans les hôpitaux pour éviter les décès. Et tout ce qui reste, c'est plus des actions de soutien et d'opération. Et aujourd'hui, donc, j'ai parlé de l'investissement qu'on a fait en Afrique pour ce qui est de la surveillance et de l'alerte précoce. Et aujourd'hui, le focus est plus sur la recherche et développement pour avoir les capacités de développer des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments. Et c'est ça qui va permettre la décolonisation de la santé. Je pense que c'est essentiel. Et donc, bien entendu, les questions de finance, je parlais du financement domestique tout à l'heure, c'est le premier pas que chaque pays doit faire. Et la gouvernance de la santé en termes de redevabilité donc de nos gouvernants, mais aussi des médecins et des travailleurs de santé, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui en Afrique. Il faut investir sur ça. Et donc, le dernier point concerne donc les ressources humaines, la force de travail. Il y a beaucoup d'insuffisance par rapport à certaines spécialités, certaines capacités que nous devons combler aujourd'hui en Afrique. Mais le plus important, c'est
quel rôle les dirigeants africains doivent jouer pour influencer ce qui se passe au niveau mondial et que nos pays ne soient pas juste des consommateurs. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ce niveau. Donc, juste pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir de système mondial sans système local. Donc, et ça, je pense, c'est une leçon essentielle que le monde entier doit apprendre. On ne peut pas faire du top-down. Donc, juste quelques mots sur donc, la force de travail que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a un projet sur lequel nous travaillons, mais qui a pour objectif d'avoir dans tous les pays les capacités nécessaires pour l'alerte, la vérification, la réponse aux urgences de santé publique. Mais je pourrais en parler plus longuement parce que notre temps est limité. En tout cas, donc, je profite de cette occasion pour vous remercier encore une fois pour dire que nous sommes en train de travailler avec notre bureau régional de l'OMS en Afrique sur plusieurs initiatives, y compris donc, la surveillance génomique des maladies, donc l'innovation en termes de surveillance et de recherche et tout ce qui est logistique aussi pour avoir ces capacités en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Dr Fall. Je donne la parole à la professeure Nadine Machikou, qui va nous présenter quelles leçons tirées de la pandémie de Covid en Afrique. Merci. Merci, chers collègues, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur, chers collègues, Monsieur le président de la Fondation. Je suis Nadine Machikou. Je voudrais rentrer dans cet échange en regrettant de ne pas avoir un aussi beau PowerPoint que Monsieur le directeur de l'OMS, mais je voudrais un peu sur le ton du poil à gratter, puisque je devais parler des leçons apprises, et je pense des leçons que le monde doit apprendre de la gestion, de l'expérience, de l'occurrence du Covid en Afrique. Je voudrais en parler à partir de deux évocations que je partagerai rapidement avec vous. Je pense que ces deux évocations permettent de poser ce qui me semble être l'enjeu de ce temps. Le premier est une évocation évidemment un peu loufoque, puisque le monde entier semble avoir ri de cette affaire. C'est une évocation malgache, et je prends ici la prise de position du président Andry Rajoelina le 22 avril 2020, qui disait « Cette potion », puisqu'il s'agit d'une potion et elle était assumée comme telle, « cette potion est notre gilet pare-balles dans la guerre contre le coronavirus ». Et donc il s'agit du Covid organique, il s'agit d'un remède traditionnel amélioré, c'est comme ça que ça a été présenté. Et il s'agit aussi d'un produit qui a été rapidement disons, rejeté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui estimait qu'il y avait tout un ensemble, tout un processus de validation, je dirais, de crédibilisation qui n'était pas suivi, et au fond, en plein cœur d'une crise sanitaire qui, ici et là, faisait beaucoup de décès, il y avait tout un ensemble de réserves qui n'avaient pas été respectées. Il faut dire qu'autour de cette, disons, de cette potion, il y a une vraie mobilisation des chefs d'État africains. Il y a eu des commandes qui ont été passées, beaucoup sont allés, il y a eu des conférences virtuelles pour que chacun passe sa petite commande. Je n'ai pas tous les détails sur le niveau de circulation, ni même de livraison des commandes à ce jour, mais ce qui me semble important, c'est le fait que ce produit, quelle que soit sa valeur, a été rapidement présenté comme un coup de poker. Un coup de poker, et je dirais très clairement infériorisé, invisibilisé, décrédibilisé au fond. Ça, c'est la première évocation. La deuxième évocation que je voudrais faire, c'est un événement sud-africain cette fois-là. Et c'est le 24 novembre 2021, des chercheurs sud-africains ils signalent qu'ils ont identifié la nouvelle variante du Covid. Et l'Omicron, bien sûr, et par un coup de génie,
d'excellence scientifique, le séquençage génomique qui a été fait par ces chercheurs, mais rapidement, dès que ce séquençage a été fait, eh bien, il se trouve que les chercheurs sud-africains ont été, d'une part, la question de, je dirais, la justice testimoniale herméneutique de cette découverte a été questionnée. Rapidement, les Sud-Africains et ceux provenant d'Afrique australe ont été signalés comme porteurs d'un danger spécifique. Il y a eu des mesures de fermeture des frontières par rapport à ces personnes. Et d'une manière générale, je dois dire que la question de la valeur de cette découverte a été invisibilisée. Je préfère le dire un peu vraiment sous ces termes-là. En fait, ces deux occurrences, et je prends le directeur là où il s'est arrêté, pose la question de savoir comment est-ce que l'Afrique est regardée. Je me réjouis de prendre la parole ici en cette circonstance où l'Afrique est célébrée. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément important, là aussi, à dire dans ce qui me semble devoir être constitutif d'une crise du multilatéralisme sanitaire. On est dans une société du doute. On l'a vu clairement, à la fois sur la question de la perception de cette pandémie comme étant une pandémie du Nord, faisant des victimes au Nord et pas au Sud. Je voudrais dire aussi que, d'ailleurs, lorsqu'on évalue le niveau de létalité, le niveau les effets de la pandémie sur le continent, on est essentiellement dans un registre d'approximation. Ici et là, on dit oui, il y a eu très peu de victimes, mais en fait, on sait très peu de choses. Et d'une manière générale, les hypothèses les plus farfelues ont été envisagées au fait que l'Afrique a été moins touchée que le reste du monde. Ces deux événements que j'ai indiqués me permettent de dire simplement deux choses, et je les soumets à votre jugement. L'Afrique, c'est une promesse. Vous avez dit qu'il y avait une promesse dans cette thèse, chers collègues. L'Afrique est une promesse, mais l'Afrique est aussi une question ouverte au monde. C'est une question ouverte qui a été peut-être trop rapidement renseignée. Trop rapidement renseignée, insuffisamment questionnée, insuffisamment valorisée, insuffisamment regardée, insuffisamment... Je regrette que le récipiendaire ne soit pas là ce jour. Et je pense que c'est aussi une forme de métaphore de ce que je qualifierais, en sortant, un véritable défi, c'est les injustices épistémiques. C'est les injustices épistémiques qui font aujourd'hui que, alors que le Covid est un moment de tension épistémique, et je dirais vraiment de manière très forte, il y a une délégitimation des savoirs venus du Nord sur qu'est-ce que c'est que cette pandémie, qu'est-ce que c'est que le virus, qu'est-ce que c'est que le vaccin, qu'est-ce que sont ces médicaments, et tout un ensemble finalement de questions sur la légitimité d'un savoir qui vient d'ailleurs, et en même temps que la relégitimation de savoirs de grand-mère, de toutes sortes de recettes qui ont été présentées et confrontées en fait au monde comme étant la réponse africaine. Et je pense que en fait c'est une épreuve à laquelle nous devons être très attentifs. C'est une épreuve qui prend une résonance particulière dans un temps qui me semble pouvoir être qualifié de société du doute. La société du doute, c'est une société où, de manière généralisée, les évidences, la connaissance, le savoir, la vérité, je parlais des régimes de vérité qui veulent être pluriels, mais la vérité est questionnée, voire contestée. On connaît le travail du conspirationnisme 2.0. C'est une épreuve pour le monde et pas seulement pour le Sud. Ce qui me porte à dire que s'il n'y a pas de réhabilitation épistémique, s'il n'y a pas de réhabilitation de ces savoirs, de cette légitimité du Sud de l'Afrique à se connaître, à penser, à produire, à innover, à parler au monde par ce temps-ci. Cette fameuse formule que vous avez utilisée, si personne n'est en sécurité là-bas, personne n'est en sécurité ici. Et c'est vrai que
dans cette géopolitique de la distribution des ressources épistémiques, on sait que le Covid a été un moment particulier où des savoirs établis n'ont pas circulé. Des savoirs en formation n'ont pas pu circuler non plus. Donc il y a quelque chose, je crois, une forme de fenêtre, une fenêtre épistémique qui doit nous porter à réfléchir à disons, la subalternisation de certains régimes de savoir. L'Afrique est déclassée, mais ce n'est pas dans l'intérêt du monde qu'il en soit ainsi. Il n'est pas dans l'intérêt du monde qu'il continue à en être ainsi. Je pense qu'il faut prendre au sérieux des innovations qui sont des innovations infériorisées, invisibilisées, vous avez, monsieur le directeur, souligné à quel point il y a un savoir-faire dans la gestion des pandémies en Afrique, un continent où tous les 2 ans, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un savoir-faire vaccinal qui aujourd'hui a été confronté à une résistance vaccinale dans le cadre du Covid. Et en fait, ces savoir-faire, ces savoirs, y compris patrimoniaux, mais je dirais y compris de l'Afrique d'ailleurs, de l'intérieur, sont des savoirs qui ont été systématiquement écartés, mis de côté, délégitimés, décrédibilisés. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de s'intéresser à pourquoi, sans avancer toutes sortes de thèses farfelues, mais prendre au sérieux la nécessité d'investir en connaissances et donc prendre au sérieux l'Afrique, prendre au sérieux la possibilité d'un savoir qui est ancré, qui se construit là-bas, avec des chercheurs qui sont là-bas, qui peuvent parler, qui peuvent étudier, qui peuvent produire, comme nos excellents collègues sud-africains, et qui sont capables de parler au monde. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. Je vais donner la parole tout de suite au public, mais je vais profiter du fait que c'est moi qui ai le micro pour poser une première question. Et finalement, cette question, elle s'adresse à vous deux. On a vu avec cette pandémie de Covid-19 qu'un élément central, c'était le leadership. Moi, ce qui m'avait marqué en décembre 2019, c'est certaines études qui avaient étudié comment les pays, ou à quel niveau de préparation étaient les pays dans le monde. Et en fait, les pays les mieux préparés, en premier, il y avait les États-Unis, en deuxième position, il y avait le Royaume-Uni. Voilà, il y avait une erreur claire de pronostic ici. Et en fait, les chercheurs et les personnes qui ont fait ce travail-là ont refait ce travail-là en disant finalement, les critères qu'on avait choisis sont pas mauvais, mais ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'était le leadership. Alors ça peut être un leadership qui va de travers, où les leaders prennent des décisions qui sont tout simplement incohérentes et mènent à la catastrophe. Ça peut être l'absence de leadership. Je pense que cette notion de leadership est ici absolument essentielle. On a parlé de crise et pour moi, ce que j'entends aussi, c'est une crise de confiance dans l'OMS. Donc, comment est-ce qu'on peut booster ce leadership et booster ce leadership en Afrique aussi, ou plus particulièrement en Afrique, avec notre discussion ce soir, tout en sachant que il y a eu certainement une perte de confiance vis-à-vis de l'OMS ou des organisations internationales, et notamment les organisations financières qui ont poussé pour les ajustements structurels dans les années 80. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où l'OMS continue à travailler main dans la main avec la Banque mondiale. C'est l'OMS qui, avec la Banque mondiale, est chargée de vérifier si les objectifs de développement durable dans le domaine de la santé ou si les progrès en direction de ces objectifs sont réalisés. Et je me demande quel est le niveau aujourd'hui de confiance des États africains dans ce travail de l'OMS, qui est ici quand même l'experte sur toutes ces questions de santé publique. Merci beaucoup. J'étais en train de sourire durant toute la question parce qu'elle touche
des éléments essentiels sur lesquels j'étais impliqué depuis longtemps. Vous avez parlé de leadership. En réalité, quand on voit les crises sanitaires, il y a deux facteurs essentiels. Bien entendu, le leadership donc national et la confiance des populations par rapport au gouvernement. Quand tu as une crise de confiance, on ne peut pas démarrer de façon efficace la lutte contre même une petite épidémie. Nous l'avons vu dans plusieurs pays déjà en Afrique, où des populations même attaquées, donc des organisations internationales qui étaient supposées venir les aider, parce que tout simplement il y a eu des problèmes de malgouvernance, des problèmes politiques non résolus, et ces communautés laissées pour compte ne veulent même pas voir le gouvernement. Donc il y a des situations où nous, quand on allait sur le terrain, on ne voulait pas être associé au gouvernement. Sinon, les populations allaient nous rejeter tout de suite. Donc ça, c'est un élément essentiel. Mais on l'a vu aussi dans les pays développés. On a vu des réactions paradoxales. La première grosse bêtise, c'est que tous les pays qui avaient les moyens sont partis en Chine prendre les ressortissants. Donc ils sont allés importer le virus. Quelle est la logique de ça? Au lieu d'aider la Chine à confiner l'épidémie sur place, on va aller acheter l'épidémie et ramener à la maison. Donc l'OMS n'a jamais demandé ça. C'est un problème de leadership au niveau du pays. Et quand mon pays m'a appelé, le Sénégal, pour me poser la question, parce qu'il y avait des étudiants sénégalais ensuite, je dis ne faites jamais cette erreur. Parce que d'abord, c'est un virus qu'on ne connaît pas, vous n'avez pas les capacités de le faire. Certainement que la Chine prendra mieux en charge des étudiants sénégalais infectés que le Sénégal. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. I'm sorry. Il faut s'assurer, merci, désolé. Donc, il faut s'assurer que ces étudiants sont dans de bonnes conditions en Chine. Et puis, voilà. Maintenant, pour revenir au classement des pays, donc, parce qu'il y a eu un classement qu'on a appelé le Global Health Security Index. C'était une erreur grave. C'était organisé par certains services au niveau des États-Unis. Ils ont utilisé donc de façon détournée certains outils que l'OMS avait développés pour l'évaluation externe des capacités des pays à répondre aux urgences. Mais quand vous voyez les indicateurs, c'est des indicateurs composites qui vont d'accidents radionucléaires jusqu'aux épidémies. Donc quand vous les mettez ensemble et vous classez les pays, forcément, la République centrafricaine, le Cameroun ou le Sénégal n'ont pas de capacité radionucléaire, il n'y a même pas de centrale là-bas, il n'y a pas de risque d'accident. Mais comment on peut classer les pays sur cette base? Mais en même temps, quand vous regardez au niveau des pays européens, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de vraie épidémie en Europe, sauf la grippe saisonnière. Donc les capacités essentielles de surveillance à base communautaire n'existent pas, alors que ça existe en Afrique, la surveillance intégrée des maladies. Et la réponse, parce qu'en Europe, ce qui se passe, on voit des épidémiologistes assis à l'hôpital, des virologues assis à l'hôpital, et ils attendent le virus à l'hôpital. Les épidémies, c'est dans la population qu'on gère ça, ce n'est pas à l'hôpital. Donc voilà un peu la situation. Merci pour la question. Évidemment, elle est incontournable. Lorsque vous avez des régimes corrompus où la santé n'est absolument pas une priorité, il est évident que cela va porter à conséquence. L'élément de complexité, c'est que malgré cet état, les propriétés du champ politique dans ces pays-là, malgré, en tout cas en ce qui concerne le Covid, c'est-à-dire des situations où le leadership politique n'est absolument pas, est critiquable à plusieurs égards, on n'a pas eu les effets escomptés. Ce qui me porte aussi à dire que, bien sûr, dans les premiers jours de la pandémie, parce qu'on ne sait pas, et parce que il faut aussi peut-être remettre en cause nos certitudes par rapport à tout un ensemble d'outils, de dispositifs à partir desquels on peut mesurer le réel et on peut l'interpréter. Je pense que il est fondamental de ne pas perdre de vue le fait que s'il y a eu peu de victimes de Covid, il y a eu beaucoup de victimes pour les autres maladies. Que le Covid a été une épreuve, et je sais très bien que si à l'échelle de Johns Hopkins, on produit journalement
les statistiques, et puis sur cette base-là, on peut dire, bon, il y a tel pays qui est moins touché, on n'a pas, en fait, les données globales par rapport à la façon dont, à cause du leadership, en fait, il y a eu un effondrement des autres, enfin, disons, une aggravation des autres défis de santé. Et je pense que cette question, elle est centrale. Elle est centrale. Tout à l'heure, on parlait de la façon dont on va avoir des dispositifs qui visent à contourner l'État. Comment est-ce que les États, les administrations, je peux m'en tenir aux administrations africaines, ont été si décrédibilisées que l'on va les mettre de côté pour arriver directement. Et ça, c'est un vrai problème. Lorsqu'on pose la question du leadership, il faut aussi interroger la question des institutions. C'est pas seulement à l'échelle des individus que tout ceci doit se penser. C'est aussi quel est le dispositif institutionnel à partir duquel on affronte les épreuves sanitaires, les épreuves environnementales. Et je pense que sur cette question, on a beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'une vision qui consiste à joindre bout à bout les preuves sanitaires, mais aussi les preuves économiques, on va le voir de plus en plus, les preuves sociales, les preuves environnementales, tenant bout à bout la santé dans ce qu'elle a de complexe et ce qu'elle a de transversal. On voit bien que, y compris à l'international, on n'a pas eu cette vision-là. Un élément précis, le confinement. Lorsque le directeur, pardonnez-moi de le dire, monsieur, le directeur général de l'OMS, dès les premiers jours de la pandémie, il dit pour l'Afrique, ça va être terrible. Donc on a cette espèce de prophétie. On l'a vu aussi dans l'effet pangolin, ce fameux rapport qui avait déjà, ces hypothèses avaient déjà été avancées pour le VIH, où on avait soutenu que les élites africaines vont toutes être décimées par le VIH. Ce qui me porte à revenir à la question de ce régime d'approximation. En fait, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique de manière si générale, si approximative, que c'est une vraie épreuve, y compris dans notre compréhension de qu'est-ce que sont ces systèmes politiques, qu'est-ce que sont ces sociétés, qu'est-ce que c'est que ce continent, en fait. Ce n'est pas de façon militante que je le dis, je le dis en titillant mon ami et collègue Didier Véclard, qui porte le master d'études africaines ici à l'UNIJ. Il est si important de donner une priorité à la connaissance de ces sociétés dans toute leur complexité. Le Sénégal n'est pas le Cameroun. Enfin, le nord du Cameroun, il a été à Tokombéré. L'extrême nord du Cameroun, il y a une fracture nord-sud qui fait que quand on parle d'ensemble, y compris d'ensemble nationaux, en fait, on parle d'ensemble monolithique et on applique des réponses qui sont absolument pas adaptées, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, il y a un micro qui va circuler. Bonjour, Yvan Majoranic. J'ai été passionné par vos présentations, par la clarté et l'honnêteté de vos commentaires concernant certains des problèmes, que ce soit dans l'OMS que votre qualité de médecin et la partie juridique. Dans toute cette pandémie, il y a un élément qu'on a absolument laissé de côté, c'est l'information, les médias, les réseaux sociaux, ces nouvelles pandémies, on pourrait dire, mais ces nouveaux moyens de communication qui ont quand même joué un rôle, quand vous parlez de la réputation d'un pays, d'un gouvernement, d'alarmer les populations. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, que ce soit financiers, juridiques ou autres, on doit tenir compte des médias. Quelle est votre impression sur le rôle, pour moi, relativement alarmiste, ou au contraire lénifiant des médias et des réseaux auxquels vous devez en principe pouvoir avoir un accès parce qu'ils donnent une information qui a souvent été biaisée et ce n'est pas de votre faute, ni forcément les gouvernements, mais beaucoup ces nouveaux moyens de communication. Merci beaucoup, c'est une question très intéressante. Je vais essayer de parler lentement. Vous voyez la diversité de l'Afrique. Nous n'avons pas les mêmes langues maternelles. Quand elle parle lentement. Quand je parle vite parce que ma langue maternelle est comme ça. Ce n'est pas les mêmes racines.
Et donc, nous avons fini par développer une nouvelle science que nous appelons infodémie. Infodémie, comme épidémie, c'est l'épidémie d'information. Et dans l'infodémie, on a toutes sortes d'informations en termes de qualité. Et bien entendu, beaucoup de désinformation. Et nous sommes obligés, donc, dans le travail sur les épidémies, de faire ce que nous appelons la communication de risque et l'engagement des communautés. Et c'est basé sur une écoute active. Dans le passé, c'était une écoute qui allait dans les communautés, s'asseoir avec ces communautés, discuter. Mais maintenant, nous avons une écoute active des réseaux sociaux pour voir les tendances d'information et pouvoir agir sur ça, donc, dans notre communication. Mais c'est même beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des professionnels de santé qui se lancent dans l'infodémie. Parce qu'au bout d'un certain moment, chacun se voit comme expert de la pandémie. Mais il y a une différence fondamentale entre information et connaissance. Tout le monde a accès à l'information, mais avoir les vraies connaissances et donner les vrais conseils, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et nous avons toute une équipe aujourd'hui avec plusieurs organisations, plusieurs pays, qui travaillent sur plus de 50 langues pour pouvoir traduire certains messages. Et nous travaillons avec les traducteurs sans frontières aussi, pour nous assurer que dans les pays les plus reculés aussi, nous pouvons faire passer certains messages. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail complexe, parce que l'information ou la mauvaise information va plus vite que l'information scientifique. C'est un travail difficile. Mais je voulais rebondir sur un des aspects que le professeur Nadine a évoqué, l'impact de la pandémie sur les autres problèmes de santé. Nous avons donc publié un rapport la semaine passée sur ce que nous avons appelé la surmortalité ou l'excès de mortalité durant la pandémie, qui concerne donc des personnes qui souffrent d'autres pathologies mais qui n'ont pas eu accès à des services essentiels. Donc ça peut être des maladies transmissibles ou non transmissibles, des interventions chirurgicales qui n'ont pas eu lieu, etc. Et nous avons vu au niveau mondial qu'il y a eu près de 15 millions de décès liés à la pandémie qui n'ont pas été rapportés comme décès liés à la pandémie. Pour certains, c'est des décès directement liés au Covid-19, les personnes qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas eu accès aux services. Pour d'autres, c'est complètement d'autres pathologies. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas en Afrique qu'on a vu l'excès de mortalité. C'est par contre, donc, en Asie, en Amérique, en Europe, qu'on a vu cet excès de mortalité. Ce n'est pas en Afrique. Donc, pour montrer qu'il y a une erreur fondamentale de communication de certains leaders, pas de l'OMS forcément. Je ne fais jamais de prédiction sur les épidémies, parce que tout n'est pas quantitatif en épidémiologie. Ceux qui sont assis dans des hôpitaux en train de manipuler des statistiques, ils font de la statistique, ce n'est pas de l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est les sciences sociales d'abord, avant d'aller dans le quantitatif. Il y a des aspects qualitatifs qu'on peut changer et changer la trajectoire de l'épidémie. Tous les épidémiologistes qui ont réellement fait du terrain le savent. Quand j'étais sur le terrain, des fois, je recevais les projections de mes collègues même de l'OMS. Je rigolais avec mes équipes sur le terrain pour dire on va les faire mentir parce qu'ils ne comprennent pas la réalité du terrain. Et quand on fait des hypothèses de planification, ce n'est pas pour communiquer au public. On ne peut pas parler de quel scénario et présenter ces figures pour dire ce qui va se passer en Afrique ou dans n'importe quel continent. Donc, entre la planification et la réalité du terrain, il y a souvent un gap. Donc, la communication doit être une communication de risque pour informer les populations sur les mesures à prendre pour éviter d'être exposés et éviter la surmortalité. Je fais mienne les commentaires de monsieur le directeur. Je voudrais y ajouter quelque chose qui me semble être une épreuve. On le voit un peu avec la guerre russe en Ukraine. C'est la formation d'un contre-espace public digital. On a parlé de l'épreuve numérique, enfin, l'atout numérique, la pensée digitale. Il faut, je crois, aussi s'intéresser au fait que dans un temps de doute, il y a la constitution de nouvelles religions. Je dirais, il y a cette quête de sens, et cette quête de sens qui est aussi finalement, je dirais, délégitimation du savoir
établis, des savoirs validés, etc. Et on le voit, on l'a vu avec toute cette mobilisation conspirationniste, y compris sur le vaccin, sur la maladie, sur un certain nombre de maladies. Je pense que c'est une épreuve majeure. C'est une épreuve majeure parce que le monde croit. En fait, les gens, ils sont prêts à croire toutes sortes de choses. C'est pour ça que je parlais aussi d'une forme d'inclinaison religieuse. Ce monde conspirationniste constitue en fait un nouvel espace religieux, un nouvel espace de sens. Et je ne suis pas sûre que les États, que les sociétés soient parées en fait contre la puissance en termes de signification, la puissance en termes de simplification de la réalité des réseaux sociaux, de certains réseaux sociaux qui sont investis de manière très massive. Je pense que il faut probablement regarder attentivement aujourd'hui, demain, le travail, le contrôle que ces espaces aujourd'hui constituent et comment ils sont devenus en fait des contre-espaces publics avec des figures, des gens qui sont parfois tout à fait respectables, qui sont suivis par des milliers, des millions de personnes qui croient tout ce qu'on leur dit. Et je trouve que pour gérer les épidémies, pour gérer la santé, mais aussi d'une manière générale, pour gouverner ce monde, pour gouverner le réel, il faudra adresser probablement sérieusement la question de savoir quelles sont les nouvelles formes de légitimité autres que celle de la science telle qu'on la connaît. Ce qui est puissamment signifiant. Regardez le nombre de personnes qui croient que la Russie est en train de mener une guerre juste. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui le croient et qui le croient de tout leur cœur. Enfin, pour faire une sortie un peu brutale de la conversation. Je pense que l'heure tourne. Oui. Ça fonctionne là. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ricardo Spinoza. Merci beaucoup. Dans toutes les sociétés, depuis toujours, il y a eu des espaces occupés par la société civile. Aujourd'hui, on les appelle la plupart du temps des ONG. Et en Afrique, et surtout dans les pays dits en développement, ils occupent une place importante dans le développement, dans l'aide au développement. J'ai entendu Madame, c'est une question qui s'adresse aussi à Madame Cotte, parce que j'ai entendu dire que les ONG étaient un frein pour le développement. Je reprends pas exactement les termes, mais c'est ce que j'ai compris, que les ONG pouvaient être un frein au développement d'institutions ministérielles ou officielles de mise en œuvre pour la santé. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai mal compris ou j'étais très étonné de cette affirmation. Alors, peut-être, avant de répondre, on va donner la parole à monsieur qui voulait aussi dire quelque chose. Je pense que cette discussion, elle est difficile à tenir sur les ONG, tout simplement parce que c'est la position qui est soutenue par le doctorant de la professeure Cotte. Je ne suis pas sûre qu'on puisse... Vous pouvez commenter. On va écouter le deuxième commentaire aux questions. Bonjour, et j'ai trouvé extrêmement intéressant et important votre constat sur la combinaison d'un côté l'information et de l'autre côté l'influence sur une épidémie. J'ai une question relativement simple. Est-ce qu'il faut changer les canaux d'information indépendants d'une épidémie, mais vu les effets que la formation ou certains canaux de formation peuvent faire, est-ce qu'il faut changer, pas seulement la politique d'information, mais carrément les canaux d'information? Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la possibilité de réguler l'espace numérique. De là où je viens, c'est probablement des problématiques qui ne sont pas aussi épineuses que ce que le monde occidental peut connaître, mais on sait qu'il y a tout ce débat autour de la raison digitale qui est tenue par une raison
économique et le fait qu'il y ait une telle concentration de pouvoir dans le contrôle de l'espace numérique par quelques-uns. Je ne voudrais pas parler ici la question de Twitter, la façon dont une personne peut acheter Twitter et décider en un tweet, qu'est-ce qu'on doit penser, etc. Il y a quelque chose, je pense, qui est de l'ordre de la régulation de ces espaces. Je ne suis pas certaine que notre capacité, les capacités étatiques de réguler ces espaces soient, mais je pense que c'est des vraies urgences. C'est des vraies urgences parce que une fois que l'information est partie, et en l'occurrence, on sait à quel point il y a eu des fausses nouvelles, des faits profonds qui ont circulé, par exemple, sur la pandémie. Je voudrais dire que en Afrique, en tout cas au Cameroun, les gens étaient profondément alimentés par ces informations. Et j'essaye d'imaginer, puisque les épidémies ne cesseront pas, que sur chaque épisode ainsi de crise, qu'il y ait des fausses informations, à quel point il est dangereux que les théories complotistes puissent bloquer et invalider tout mécanisme de prise en charge des crises. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique qui consiste par le haut de contrôler, de réguler, de limiter le pouvoir qui serait concentré entre les mains de quelques-uns. C'est beaucoup trop dangereux, je crois, pour les sociétés contemporaines. Je vais compléter la réponse sur le problème de communication avant de commenter sur l'approche des ONG. Je pense que le problème de la communication n'est pas isolé, c'est encore lié au niveau de confiance entre la population et les autorités. Dans certains pays, ces autorités ne sont jamais présentes quand la population a besoin d'elles. Et quand elles sortent au moment d'une crise pour parler à la population, personne ne les écoute parce que la confiance n'existe pas. Et dans une crise sanitaire, la communication ne peut pas juste être verticale, de bas en haut. Il est important de tenir compte des structures communautaires, surtout dans les pays en développement, et de voir qui sont les vrais leaders communautaires pour pouvoir les responsabiliser et qui travaillent donc de façon décentralisée. Parce que ce n'est pas au niveau national qu'on peut régler des problèmes dans des districts, dans des villages isolés. Donc, la communication est affectée par ce manque de confiance entre la population et les autorités aussi. Pour ce qui est du travail des ONG, on ne peut pas mettre toutes les ONG dans le même sac. Même à l'intérieur d'ONG, on peut voir des approches différentes. Tout dépend du leadership et des personnes qui dirigent les équipes. Et il y a des ONG qui ont l'habitude de travailler dans des zones où il n'y a pas de gouvernement. C'est donc des parties d'un pays où il n'y a aucune autorité. Donc ils ont l'habitude de travailler librement. Quand ils sont amenés à travailler dans des situations où il existe un gouvernement et des autorités, ils doivent s'adapter et tenir compte de ça. Et donc, ce n'est pas tout le temps le cas. J'étais représentant de l'OMS au Mali. Quand j'ai commencé les premières réunions avec les partenaires, on m'a donné une ONG qui ne voulait pas participer aux réunions des partenaires de la santé. Ils se croyaient supérieurs à tout le monde. Je les ai invités à mon bureau d'abord pour discuter avant de les inviter en réunion. Ma question était simple. Est-ce que vous êtes ici pour la santé de la population? Je dis, si c'est oui, on travaille ensemble. On n'a pas le choix. Si c'est non, je ne vous connais plus. On était aussi direct. Je dis, si vous avez des problèmes avec l'OMS ou avec le gouvernement, vous me le dites. On les met sur la table et on discute. Et on a commencé à travailler ensemble. Mais finalement, ils avaient deux branches. Quand ils avaient des problèmes entre les deux branches, ils venaient à moi pour arbitrer et les aider à résoudre le problème. Donc, on a pu changer leur approche de la santé publique. Mais malheureusement, des fois, il y a beaucoup de jeunes dans ces ONG qui ne sont pas suffisamment expérimentés. Ils se croient en sauveurs, des fois, de l'humanité, avec de très bonnes intentions. Malheureusement, ils ne tiennent pas compte des réalités locales. Et je pense qu'avec l'expérience, la plupart, on se rend compte qu'on a besoin de travailler avec les autorités locales. Et quand j'étais jeune médecin au Sénégal, j'avais 26 ans dans un district isolé. À 14 heures, je vois un véhicule avec les signes ONG qui vient taper à mon bureau,
nous dire, nous avons appris qu'il y a une épidémie de choléra ici, nous venons vous aider. Je regardais la personne, je dis, OK, en tant que médecin, si je ne peux pas m'occuper d'une épidémie de choléra dans un village, je n'ai plus rien à faire ici. Vous allez retourner d'où vous venez, parce que je n'ai pas besoin de vous ici. Donc, c'est une question d'approche. Parce que vous ne pouvez pas venir m'imposer de vouloir m'aider, alors que je n'ai pas exprimé le besoin d'être aidé. Et donc, il y a beaucoup de nuances et de sensibilité dans ces approches. C'est pourquoi il est important toujours de travailler dans un cadre coordonné, bien planifié. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés presque au terme de cette soirée. Je dis presque parce que je vous propose de poursuivre la conversation, si vous le souhaitez, autour d'un rafraîchissement qui nous attend devant la salle. Et j'aimerais juste remercier vraiment très chaleureusement nos 3 experts ici ce soir. Merci à vous 3, ainsi que les organisateurs, co-organisateurs de cette soirée, et bien sûr, Monsieur Audier. Merci à tous. Merci beaucoup.